Bienvenue à tous. Il est très présent dans la cuisine africaine et on dit de lui qu'il est la cinquième plante la plus consommée au monde, désignée comme la culture du XXIe siècle par la FAO. Le manioc est reconnu pour sa résilience face au changement climatique et sa capacité à garantir la sécurité alimentaire. Seulement voilà, cette culture doit faire face à d'autres défis. Des contraintes virales menacent dangereusement la production de ce tubercule. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Deux invités sur ce plateau pour nous présenter la situation. Je reçois pour vous Dr Kossikuma Adiata. Vous êtes maître de conférences, enseignant-chercheur à l'université de Lomé, directeur pays du centre régional d'excellence Wave Togo. Oui. Et puis le deuxième invité, M. Kokouvi Kounouchi. Vous êtes ingénieur agronome en poste à la direction de la protection des végétaux relevant du ministère togolais de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci. Alors, professeur, on va commencer avec vous. Pourquoi le manioc fait autant l'objet d'attention de la part de vous, les scientifiques? Ok, merci d'abord pour l'invitation. Je vais profiter d'abord de l'occasion pour remercier les autorités de l'université de Lomé et les institutions qui lui sont associées. Bien, revenons maintenant à la question, pourquoi autant d'attention au manioc? D'abord, le manioc est une source gratuite d'hydrates de carbone. Ça, c'est très important. Vous prenez du manioc et vous n'avez pas de problème avec le sucre synthétisé et tout ça. Bien. La seconde raison, c'est le fait que le manioc est consommé par près de 800 millions de personnes de par le monde, sans compter la consommation des animaux. Bien. Maintenant, au Togo, on a pris, je ne sais pas, on a pris des décisions politiques et le manioc est devenu la filière du Togo. Alors oui, la personne la mieux indiquée pour nous parler justement de cette filière du manioc, c'est vous, Monsieur Kounouchi. Alors vous qui êtes au ministère de l'Agriculture, comment se présente la production du manioc dans votre pays, le Togo? Merci. Tout d'abord, permettez-moi de présenter la structure dans laquelle je travaille, qui est la direction de la protection des végétaux. C'est une direction centrale qui relève du ministère en charge de l'agriculture et c'est la direction qui s'occupe de la santé des plantes cultivées et non cultivées. Donc nous nous occupons de la surveillance, la lutte contre les organismes nuisibles qui causent des dégâts aux cultures et à tous les végétaux. Donc parlant de la filière manioc, comme vous le savez, c'est une filière qui est organisée depuis la production, les transformateurs et puis les commerçants. Donc il y a le maillon de la production, le maillon de la transformation et le maillon de la commercialisation. Donc quand vous prenez le manioc aujourd'hui, les produits dérivés de cette culture sont vraiment nombreux. Vous prenez du gari, en passant par la tchéké, les cossettes, et puis plein de choses. Et aujourd'hui, le manioc est utilisé dans l'industrie pour la production de l'éthanol, du vinaigre, et puis dans l'industrie textile, et même dans l'imprimerie. Et donc, le manioc, vraiment, c'est une culture phare. Et c'est une culture qui a été identifiée comme étant la culture qui peut relayer les céréales en période de famine et de soudure. Donc c'est une culture importante dans le cadre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et même aussi au niveau de la sécurité financière des masses laborieuses. Alors une culture qui peut aider à relever le défi de la sécurité alimentaire, Monsieur Adiata, ça veut dire qu'au niveau de la sous-région, c'est la même attention au niveau de cette culture?
Oui. Bon, d'abord, je fais partie, en fait, je suis le directeur pays du centre régional d'excellence WAVE. WAVE qui veut dire, oui, oui, WAVE qui veut dire West African Virus Epidemiology. Voilà. Bon, donc, le centre régional même se trouve en Côte d'Ivoire. Alors, le problème, c'est que WAVE travaille avec 10 pays. Bon, 10 pays, par exemple, le Nigeria étant un pays continent, il y a 3 pôles là-bas. Il y a la RDC, il y a 2 pôles là-bas. Et donc, nous faisons en harmonie. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire ici se fait dans les 10 autres pays. Voilà, c'est comme ça marche. Voilà. Donc, pour dire toute l'importance qu'on accorde à la culture du manioc, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Exactement. Le principal défi, professeur, auquel la production du manioc doit faire face aujourd'hui, ce sont ces contraintes virales. Exact. Comment se présente la situation? Voilà. Il y a un truc que je dois préciser déjà pour ne pas faire peur aux gens. Il y a 2 groupes de virus qui attaquent, ou bien de maladies qui attaquent le manioc. Il y a la mosaïque, la maladie de la mosaïque du manioc, qui est en Afrique de l'Ouest, et la striée brune du manioc, qui est en Afrique de l'Est. Plus la mosaïque du manioc. Il y a les 2. Alors, ce qui se passe, c'est que, tout comme les êtres vivants se multiplient, eux, ils se répliquent. Et quand ils se répliquent, ils créent des hybrides, qu'on appelle des recombinants, qui sont très dangereux. Donc, chaque année, il y a de nouveaux virus qui apparaissent et tout ça. Et donc, notre travail est d'identifier ces nouveaux virus-là qui apparaissent et signaler. Et aussi faire la garde de la striée brune du manioc qui vient de l'Afrique de l'Est. C'est déjà en RDC. C'est pas très loin de nous, parce qu'après tous les insectes là, eux, ils n'ont pas besoin de frontières, et donc c'est le vent qui les transporte et tout. Donc s'ils viennent, ils piquent, ils peuvent transmettre cette maladie-là en Afrique de l'Ouest. Donc c'est pourquoi nous faisons une garde vraiment très pointue par rapport à cette maladie-là. Voilà. Alors, cette maladie qui menace dangereusement la production de ce tubercule, le manioc, est-ce qu'au niveau justement de la production, vous constatez des répercussions? Bien sûr, on constate des répercussions. D'abord, en termes de production du manioc au Togo, il faut noter que les emblavures sont au-delà de 300 000 hectares. Et pour une production annuelle de 1 million de tonnes et un rendement qui est autour de 3,94 tonnes à l'hectare. Et donc vous voyez que le rendement n'est pas au niveau attendu comparativement à ce qui se fait ailleurs. Et c'est dû au fait que cette culture est soumise à plusieurs contraintes, parmi lesquelles on note cette maladie, et les maladies virales, comme vient de le dire le professeur. Ce sont des maladies qui sont transmises par des vecteurs. Donc, c'est les mouches blanches. Quand vous allez dans les champs ou bien même là où il y a les herbes, vous voyez, quand vous touchez aux feuilles, vous voyez des petites mouches blanches voler. Donc, on l'appelle Bemytia tabaci. Et quand cette mouche pique les feuilles de ces maniocs-là, ils transmettent les virus à ces cultures. Et du coup, donc, quand le virus est présent dans la plante et que vous utilisez les boutures de cette plante-là pour la seconde culture, c'est-à-dire que pour cultiver, donc, ainsi de suite, on propage la maladie. Donc, il y a la propagation par les boutures et même ces mouches-là aussi qui se déplacent, comme le dit le professeur, et ils se déplacent dans l'environnement. Ils sont là, ils sont à la recherche de la sève contenue dans la plante, mais involontairement, ils transmettent ces viroses au manioc.
Donc voilà comment se présente la situation. Alors, M. Adjata, est-ce Oui. que ces virus sont-ils connus du monde agricole? Les acteurs de cette chaîne de production sont-ils véritablement au courant? Ok, merci pour la question. En fait, les producteurs connaissent très bien les symptômes. Bon, ils ont été formés. Bon, vous savez, il y avait eu le Covid-19 là qui nous a pris pratiquement 2 ans. Ça fait qu'il y avait eu une coupure dans notre communication avec les producteurs. Quand nous avions fait la première prospection, ils ont été informés et formés. Donc la seconde prospection, ça a diminué. Mais cette année, nous sommes sur le terrain, ce n'est pas encore fini. Mais maintenant, là, c'est très sérieux, quoi. Sur quoi les avez-vous formés précisément? Alors, c'est d'identifier les plants malades et les non malades. Donc, au cours de la plantation, on prend les plants non malades pour planter. Et on leur a dit de ne plus acheter les boutures dans les marchés. Mais cette fois-ci, avec le collègue vient de le dire, il n'a pas plu vraiment. Hein. Donc, ils sont obligés d'aller chercher encore les boutures dans les marchés. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Alors, M. Kounouchi, vous qui êtes à ce département, alors comment est-ce que vous pouvez présenter, nous allons nous prêter à cet exercice, comment un paysan peut reconnaître une plante malade et une plante non malade? D'accord. Au niveau des deux maladies, il faut noter que la mosaïque africaine, le virus de la mosaïque africaine, pour reconnaître les plants malades, vous avez les taches vert clair à jaune au niveau des feuilles. Les feuilles sont rétrécies, les plantes sont rabougries et vous voyez, même quand vous arrachez une plante arrivée à maturité, il arrive des fois que vous n'avez pas de tubercules. Donc c'est une plante qui ne donne pas, qui ne produit pas. Et donc au niveau des feuilles déjà et la forme des plantes, on peut identifier la maladie. Maintenant pour la striure brune, vous avez des taches chlorotiques, des chloroses, c'est-à-dire que des taches qui sont jaunes. Et au niveau des tubercules, vous avez des taches brunes. Donc, ça dit que c'est une tubercule qui tend vers la pourriture. Vous voyez que c'est brune. Et ce qui fait que des fois, quand le champ est vraiment infesté, vous avez des pertes allant à 100%. Donc, voilà comment on peut reconnaître. Alors, M. Adjata, un paysan qui se retrouve face à cette situation, quel est le premier réflexe qu'il faut avoir? Est-ce qu'il faut détruire tout de suite la plantation ou comment se comporter? En fait, c'est ce qui est recommandé. Mais pour les producteurs, eux, là, il n'en est pas question. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire qu'on dit, si un plant est malade, c'est de l'arracher, de couper la chaîne, quoi. Mais les producteurs ne sont pas prêts. Ils disent que, bon, peut-être il va avoir une petite racine, là, ils peuvent en manger, et ainsi de suite, quoi. Et c'est très difficile, quoi. Sinon, ce qui est recommandé, c'est d'arracher les plants malades. Voilà. Alors aujourd'hui, le monde agricole dans son ensemble doit faire face à ce que nous appelons le changement climatique. Exact. Alors quand on parle de ces menaces virales sur le manioc, ça voudrait dire que cette production est entre deux feux. Oui, effectivement. Bon, d'abord, il y a un truc que je dois préciser. Il y a ce qu'on appelle les intérêts composés. Vous déposez de l'argent et ça se multiplie. En ce qui concerne les virus, là, ça se multiplie à l'inverse. C'est-à-dire, la production diminue. Le collègue vient de le dire. C'est-à-dire que première année, vous ne savez pas, ça donne un peu. Vous reprenez les mêmes boutures, vous mettez, ça diminue jusqu'à ce que ça devienne zéro. C'est comme ça que les virus agissent sur nos plants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On vient de le dire, c'est d'amener les producteurs à prendre conscience du danger. C'est un réel danger, hein, c'est sérieux. Parce qu'il y a des cultivars que nous connaissions.
Quand moi j'étais petit, là, on disait Joaba, Jolaoba, Feton Egbodji, tout un tas de choses. Tout a disparu. Vous allez voir. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous. C'est des cultivars. Donc, que les producteurs aimaient vraiment. À 6 mois, vous avez 4 à 6, c'est OK. C'est quoi on dit Feton Egbodji. C'est-à-dire que, bon, j'ai à te rembourser un truc, je dis, bon, attends un peu seulement. 6 mois seulement, là-bas, je te... Voilà. Mais tout ça, là, ça a disparu. Il y a quelques spots, hein, quand on traverse les champs, on en trouve, mais ce n'est pas ça. Donc, il y a plein de cultivars qui ont disparu à cause des virus. Maintenant, là, il y a 2 situations qui se présentent. À l'est, il y a un cultivar qu'on appelle Bazékouté. C'est venu du Bénin. Lui, il est tolérant au virus, là. Il a le virus en son sein, mais ça n'a pas d'effet. Si vous pouvez laisser jusqu'à 10 mois, vous pouvez avoir les 10 tonnes à l'hectare. À l'ouest, il y a ce qu'ils appellent Yovovi. Ceux qui sont du côté Kpalimé, par cette façon-là. Donc, c'est un cultivar qui vient du Ghana. Mais vous ne pouvez pas mettre les deux ensemble. Il faut le faire en pur. Donc, c'est les deux qui existent maintenant. Maintenant, au milieu, c'est-à-dire ouest, est, le centre, vous trouvez les deux. Ce qui fait que vous avez des plants de Yovovi qui sont très attaqués parce que lui, le Bazékouté contient le virus. Les insectes, eux, ils n'ont pas de choix. Ils tombent sur n'importe quelle plante et puis ils se mettent à se nourrir là-dessus. Ce qui fait que le danger dans tout ça, c'est que quand la résistance de Bazékouté va être cassée et de Yovovi cassée, alors nous allons nous retrouver dans le cas de l'Ouganda, un cas qui s'est passé en 90 où il y a eu 3000 morts. C'est ce que nous essayons d'éviter. Voilà. Alors, Monsieur Kounouti, quand on regarde un peu la production du manioc dans son général, est-ce qu'elle est homogène sur l'étendue du territoire ou bien il y a de fortes concentrations dans une région plus que dans une autre? Merci. Permettez-moi de revenir un peu sur la question que vous avez posée sur comment faire par rapport aux attaques même de ces maladies. Ce qui est conseillé, le professeur vient de le dire, c'est d'inspecter régulièrement les champs. Et dans ce sens, ça veut dire que le producteur doit être déjà formé sur la reconnaissance des symptômes de ces deux maladies. Et donc, il doit inspecter régulièrement le champ et identifier ces plants malades, les arracher, les détruire systématiquement. Donc, voilà ce qu'on les conseille. Maintenant, au niveau de la maladie sur l'étendue du territoire, la menace, elle est réelle, elle est forte dans les zones où le manioc est le plus cultivé. Et quand vous prenez ces zones, c'est la région maritime, les plateaux et centrales, un peu dans la région de la Kara. Donc voilà, la menace est là. Elle n'est pas homogène parce qu'elle est plus forte dans les zones où la culture est plus installée. Et donc, le challenge maintenant, c'est de sensibiliser les populations, c'est de sensibiliser les producteurs sur l'importance même de ces maladies. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils en prennent conscience? Oui, avec la sensibilisation, ils en prennent conscience, quand bien même c'est un peu difficile parce qu'il y a quand même des pratiques séculaires qui viennent un peu perturber cette sensibilisation parce que les populations préfèrent les feuilles de manioc qui sont atteintes de la mosaïque africaine parce que c'est plus succulent. Il y a de la protéine dans ces feuilles-là, donc ils préfèrent garder ces feuilles pour la sauce. Donc c'est de les sensibiliser. Sur la sensibilisation, c'est ce que vise ce projet WAVE. Exact. Et nous allons voir plus en détail ce qui se fait dans le cadre de la prévention contre ces maladies virales du manioc. Et ce sera en deuxième partie de cette émission. Et pour l'heure, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.